Hey, je suis Mathias de Math sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Take Math. Aujourd'hui, on va voir l'actualité autour du spatial chinois, mais comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer cette vidéo, nous allons parler de Mars. Le rover Zhuyong a atteint sa durée de vie théorique, qui était de 3 mois. Mais vu que l'astromobile se porte plus que bien, sa mission va continuer. D'ailleurs, la sonde Tianwen-1 est passée sur une orbite de 7h48 alors qu'elle était avant sur une durée d'orbite de 8h36. Ainsi, la sonde va approfondir son travail de cartographie et de télédétection de Mars. D'ailleurs, depuis son lancement, elle a pu transmettre 420 gigaoctets de données selon le concepteur en chef du logiciel de la mission. Tandis que Zhuyong a envoyé 10 gigaoctets depuis son déploiement, actuellement, le rover a atteint le cap des 1 km parcouru et la CNSA s'intéresse à une tranchée qui se situe, elle, actuellement à 1,7 km du rover. Suite à cette annonce, un responsable de la CNSA a déclaré que s'il pouvait observer les différences de type ou par exemple aussi la composition des roches entre le haut et le bas de la tranchée, il pourrait comprendre ce qui s'est passé au cours de l'histoire géologique de Mars. Sinon plus loin, un volcan de boue est situé à une vingtaine de kilomètres de la position actuelle de Zhuyong, qui reste une possibilité d'exploration. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'astromobile se déplace désormais de 20 mètres par jour, donc le voyage vers la tranchée serait plus accessible, car on parle d'un voyage de 2 à 3 mois contre plus de 5 ans pour atteindre le volcan de boue. Sinon sur Terre, le 19 août, une longue marche 4B a décollé depuis le site de lancement de Taiyuan dans la province du Shanxi. Cette 16Z4B a déployé 2 satellites d'observation terrestre Tianwen 2 qui ont été placés sur une orbite héliosynchrone. Ces satellites construits par la CASC sont composés de caméras infrarouges destinées à la cartographie et à l'évaluation des ressources. En parlant de satellites d'observation terrestre, les agences des pays du BRICS, dont la CNSA, soit l'agence spatiale chinoise, l'ISRO, soit l'agence spatiale indienne, ou encore Roscosmos et d'autres, ont signé un accord de coopération visant à échanger des données de leurs satellites destinés à la surveillance du réchauffement climatique ou encore des catastrophes naturelles. Parmi cette constellation, on aura seulement des satellites qui sont déjà en orbite, dont les satellites chinois Gaofen, le satellite sino-brésilien Cibers, ou encore le satellite russe Canopus 5.1, et on retrouve également les satellites Resoursat 2 de l'Inde. En dehors de ces lanceurs légers, l'Académie des sciences a lancé un dirigeable du nom de Jirai pour des recherches sur l'énergie solaire et la transmission micro-ondes. Le petit dirigeable est allé jusqu'à 300 mètres pour cette batterie de test. En gros, ces recherches permettraient de développer dans le futur des systèmes d'énergie pour l'espace, et plus précisément pour la base lunaire internationale, et pourquoi pas un jour pour la base martienne. En soi, toutes ces recherches apportent également des connaissances pour nous, terriens, étant dans une pleine transition énergétique. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de 2 lanceurs Kuaizhou, connus aussi sous le nom KZ, qui étaient dans une phase d'assemblage. Et aujourd'hui, je vous annonce que la KZ-1A et la KZ-1 sont terminées et elles ont été transférées sur le site de lancement de Jiuquan. Le lancement est prévu en septembre. Ces 2 lanceurs mettront en orbite des satellites Jilin d'une constellation d'imagerie terrestre. Le business model est similaire qu'à celui de Maxar ou encore de Planet Lab, c'est-à-dire ils capturent des images pour les revendre à des médias par exemple. D'ailleurs ici nous avons des images de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan qu'un satellite Jilin a pu prendre le lundi 16 août, et donc ces images ont été revendues à des médias. À Pékin, en mai 2021, le chercheur Ran Guilei de l'Académie des sciences de la Chine avait déclaré au South Morning Post et qu'il travaillait sur une soufflerie hypersonique à ondes de détonation pulsée et à haute enthalpie qui pourrait faire permettre à la Chine de prendre 20 à 30 ans d'avance sur d'autres pays. Suite à ces propos, l'Occident s'est beaucoup moqué, mais dimanche 22 août, un reportage de CCTV nous en a dévoilé un petit peu plus. En effet, cette soufflerie J22 permettra de reproduire des conditions de vol entre 40 km et 100 km d'altitude, allant jusqu'à Mach 30. Ainsi, la limite de la soufflerie serait de 37 014 km/h, ce qui est plutôt élevé. Pour information, la soufflerie aéronautique en service la plus puissante de nos jours est celle de l'Onera à Modane en Savoie, pouvant aller jusqu'à 24 696 km/h, soit jusqu'à Mach 20. La soufflerie J22 devrait être opérationnelle à 100% en 2022, donc d'ici quelques mois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en sait un petit peu plus sur les projets futurs qui seront testés sur cette soufflerie.
Tout d'abord, nous avons un avion hypersonique qui pourra transporter sur son dos un aéronef pouvant atteindre Mach 25, tandis que nous avons un autre projet qui est un projet d'avion spatial avec une configuration cargo qui devrait aller jusqu'à Mach 12. Alors bien évidemment, ce ne sont que des projets en soufflerie, mais selon l'Académie, la maîtrise de l'hypersonique dans le spatial permettrait de réduire de 90% le coût des lancements, mais bien sûr pour le moment on n'a pas plus d'informations donc on verra dans le futur. Allons désormais dans l'espace en rencontrant tout d'abord le télescope spatial Yanwen 1 d'Origin Space. Alors si vous ne savez pas qui est Origin Space, une vidéo a été publiée sur ma chaîne YouTube qui traite justement des projets de cette startup, dont un projet est autour de la capture des débris spatiaux. Le lien est dans la description. Le 8 août, le télescope pointait vers un nuage orageux tropical en Afrique centrale et par la même occasion, il a pu enregistrer un sprite rouge ou aussi nommé un phénomène lumineux transitoire. Ces phénomènes qu'on n'enregistre pas souvent sont formés par le transfert de charges électriques vers la haute atmosphère, où ces charges excitent entre guillemets l'azote et l'oxygène présent, donnant lieu à ce phénomène lumineux clignotant comme une lampe fluorescente qui s'allume rapidement. Il est vrai qu'on parle rarement de ce télescope qui a été lancé le 15 juin 2021, donc forcément c'était une bonne occasion de vous en parler. Toujours dans l'espace, mais ici sur la station spatiale chinoise, les astronautes Ni Haisheng et Liu Boming sont sortis dans le vide spatial pour effectuer la seconde et dernière sortie extravéhiculaire de la mission. Ils ont avec succès déplacé un boîtier contenant 2 pompes thermiques pour le système de contrôle thermique de la station, qui a pour objectif de maintenir une température de 21 degrés à bord. De plus, la deuxième caméra panoramique a été rehaussée. Alors prochainement, on devrait avoir la chance d'avoir de belles images de bonne qualité, mais pour le moment, vu que l'emploi du temps des astronautes est chargé, c'est plutôt compliqué. Des éléments pour la Longue March 7 et le vaisseau cargo Changzhou 3 sont arrivés le 16 août. Actuellement, l'assemblage du lanceur et l'intégration du vaisseau sont en cours, puis on assistera au transfert sur l'aire de lancement. Le décollage est prévu autour du 20 septembre 2021 et la mission consistera à ravitailler la station spatiale chinoise en vue du premier relais de la station entre l'équipage Changzhou 12 et Changzhou 13, prévu en octobre 2021. Vu que nous parlons de ravitaillement de la CSS, souvenez-vous que la semaine dernière, je vous ai parlé du lancement raté d'Hyperbola 1 d'iSpace. Par la suite, le 11 août, l'entreprise Interspace Explore a signé un partenariat avec la start-up Galactic Energy. Alors pourquoi ? Eh bien, Interspace Explorer serait intéressé par le lanceur à propergol solide CRS-1 de Galactic, et ainsi les deux acteurs ont envie d'échanger leur technologie. L'objectif d'Interspace est d'avoir accès au lanceur CRS-1 pour lancer son premier exemplaire de son vaisseau ravitailleur Chang'e 1. La startup chinoise a l'ambition en 2022 de lancer ce premier prototype dans l'objectif d'abord d'être le premier vaisseau commercial chinois en orbite, mais surtout d'obtenir un contrat de ravitaillement de la station spatiale chinoise. Initialement, Interspace avait le choix entre CRS-1 et Hyperbola 1, mais vu le dernier échec du lanceur d'iSpace, la startup a choisi le lanceur de Galactic. Avant de parler de tourisme suborbital, parlons un peu de science et d'une mission d'extraction d'échantillons. Nous savons à peu près le plan de mission complet de la sonde Zhenre. On parle d'un lancement en 2024 via une longue marche 3B. Par la suite, la sonde atteindra l'astéroïde Kamo-Oalewa vers 2025 pour un retour en orbite terrestre vers 2026. Lors de ce retour en orbite terrestre, il nous enverra des échantillons qu'il a pu récupérer, et tout cela dans une petite capsule qu'il éjectera et qu'on recevra par la suite. En gros, ceci devrait se rapprocher de la mission Chang'e 5. Par la suite, la sonde passera proche de Mars pour atteindre la comète 311P Pan-STARRS en 2032. Lors de cette phase, elle étudiera bien évidemment la comète. L'Académie des sciences de la Chine a pu obtenir un partenariat avec Zhongke Aerospace pour développer un projet de capsule suborbitale dans l'objectif de concurrencer Blue Origin tout en envoyant des expériences à plus de 100 km d'altitude. Car oui, en fait finalement c'est logique vu que les académies chinoises n'ont pas une panoplie de fusées-sondes à l'image de la NASA. Comme vous le voyez, la capsule sur ce concept a l'aspect d'une Crew Dragon de SpaceX. Mais rassurez-vous, le design va changer. Alors ce qu'il faut comprendre en Chine, c'est que SpaceX a une influence plutôt importante sur le New Space chinois. D'ailleurs, les startups chinoises, lorsqu'elles se lancent dans l'industrie, elles n'ont pas envie de vaincre SpaceX, mais d'être une entreprise aussi forte que SpaceX pour leur pays. Finalement, SpaceX est plus une inspiration qu'autre chose. En tout cas, cette capsule de 3 mètres de hauteur aura 4 hublots et un petit moteur si la capsule doit s'éjecter du lanceur en cas d'anomalie.
Sur le point du booster qui adopte une architecture similaire du premier étage d'une longue marche de D, il sera d'un diamètre de 3,35 mètres et il sera constitué de 5 moteurs au kérosène RP1. Le moteur Xuan aura une puissance d'environ 15 tonnes de poussée, permettant de propulser ce tout d'une masse de 70 tonnes au décollage. Idéalement, le plan de vol est le suivant: décollage, séparation de la capsule, atteinte de l'apogée pour la capsule, retour et récupération du booster par un système de récupération. Alors là, sur l'illustration, c'est une tour identique à celle de SpaceX, mais je l'annonce, ça ne sera pas une tour. Alors maintenant, comment expliquer ce choix d'illustration? Alors petite A, c'est pour interpeller l'Occident qui criera au plagiat, donc finalement c'est une bonne communication pour un projet chinois. Petit B, l'académicien n'avait pas d'inspiration pour illustrer le système, c'est possible. Petit C, ils ne veulent peut-être pas dévoiler leur système de récupération externe aux lanceurs, et ça c'est une possibilité. Alors finalement, on est d'accord que ça peut être les trois options, mais ce qui est sûr, c'est que le projet n'adoptera pas une tour similaire à celle de SpaceX. Donc finalement, j'ai hâte d'en voir plus, sachant que ce programme est plutôt ambitieux. Actuellement, le moteur a été approuvé suite aux nombreux essais et les démonstrations du système de récupération ont été achevées. Tout à l'heure, j'ai dit que ce projet était ambitieux. Et oui, en fait, il y a quelques petites raisons. En fait, dans le calendrier, en 2022, on a d'abord un premier vol de démonstration inhabité. Par la suite, en 2023, on aura un vol sans équipage pour viser une mise en service et un premier vol avec équipage en 2024. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif est de faire voler 1000 passagers par an, ce qui est un objectif très ambitieux, sachant que la capsule peut transporter 7 passagers, donc normalement 4 touristes et 2 membres d'équipage. Ainsi, ceci représente 250 vols par an, soit 21 vols environ par mois, donc personnellement je pense qu'ils n'atteindront pas cet objectif dès la première année de la mise en service. D'ailleurs, il est vrai qu'on parle beaucoup de concepts de récupération du booster via une tour par exemple venant de SpaceX, mais par exemple pour le projet Ariane Next, on retrouve en fait le système Smart Catcher qui a été dévoilé publiquement bien avant les ambitions de SpaceX, comme quoi le concept de réutilisation externe devrait prendre de plus en plus de place dans l'industrie d'ici les prochaines années. J'ai une startup connue sur cette chaîne YouTube, Deep Blue Aerospace, a recruté le professeur Wang Chunping, qui était le commandant en chef de la Longue Marche de F qui a lancé la première mission spatiale habitée, c'est-à-dire Chenzhou 5. Le recrutement du professeur permettra à Deep Blue Aerospace d'avoir un des plus grands experts en technologie des lanceurs de la Chine, ce qui est très avantageux pour une jeune startup. D'ailleurs, le professeur a souligné qu'il a été conquis par l'impression 3D employée pour la fabrication des moteurs, mais également il a été surpris des dernières réussites de la startup avec Nebula M. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'apporter du soutien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, Weibo, les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.